Bonjour, cher Tidiane, à Dakar. J'espère que vous allez bien et que la chaleur n'est pas trop forte en ce moment. Bonjour Maurice. Oui, la chaleur, il fait très chaud à Dakar en ce moment Mm, mm. et je pense que c'est annonciateur de la pluie qui n'est pas très loin parce que dans certaines régions du Sénégal, il pleut. Dakar, pas encore. Il y a eu des précipitations, je pense, il y a ces derniers jours, mais il n'y a pas encore la pluie que l'on attend. Tout à fait. Très bien. Mais Et à écoutez, Madagascar, ça va. oui, ça va très bien. À Tana, ça va très très bien. Le temps est plutôt clément, puisque ici, c'est l'hiver austral, hein. Ce qu'on appelle des fois de manière un peu caricaturale l'été indien, mais ça va très bien. D'accord, d'accord. Parfait. Alors, on va tenir nos tracte-notes de Absolument. quatre sujets. C'est Et ça. quels sont ces sujets? Alors, le premier sujet dont nous allons discuter, cher Tidiane, c'est d'abord l'affaire Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, et fait Oui, face à la justice. Ce n'est pas la première affaire, mais cette fois-ci, les charges qui pèsent sur lui sont plutôt sérieuses et le nombre de chefs d'inculpation sous le coup desquels il tombe oui, sont assez nombreux. assez long, oui. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, nous parlerons ensuite du Mali, qui aujourd'hui, le collège électoral est convoqué pour délibérer sur un projet de constitution qui a été soumis par les autorités de la transition à l'appréciation des Maliens. Enfin, nous Oui, parlerons du séjour de la délégation de l'Union africaine sur le théâtre des opérations en Ukraine, puis oui, auprès de l'un des belligérants, Vladimir Poutine. Et enfin, nous terminerons par un sujet crypto purement national, celui de la guerre communicationnelle que semble se mener par conférence de presse interposée, les tout deux à plus fait, grandes forces politiques en présence au Sénégal en ce moment. tout à fait, tout à fait, Voilà. tout Alors, à sans fait, plus tarder, je vous tout à propose fait. qu'on démarre avec le premier sujet, celui de Donald Trump, l'homme politique fait à nouveau face à la justice criminelle de son pays, qu'il ambitionne de diriger à nouveau. Les faits qui sont révélés dans l'acte d'accusation sont plutôt solides et compromettants. Même son ancien ministre de la Justice, Bill Barr, a déclaré que Trump était cuit sur le plan juridique. Oui, L'ancien président des USA fait aujourd'hui face à 37 chefs d'accusation, pas moins. Et dans ce cadre-là, il est oui, poursuivi au titre de la possession et de la rétention de documents sensibles pour la sécurité nationale et pour entrave à la justice. Alors pour se tirer de ce qu'il faut appeler un mauvais pas, il compte sur ses principaux atouts, hein, ceux qui sont classiques, la polarisation politique, le bien, le mal, les bons, les mauvais, sa capacité à surfer sur des inexactitudes et des approximations que ses partisans vont s'empresser de gober. Il faut dire, mon cher Tidiane, que Trump prétend qu'on le traite injustement, parce que Joe oui, Biden et Mike Pence ont aussi été surpris avec des documents classifiés. C'est extrêmement léger. Si c'est vrai que Biden et Pence avaient conservé ces documents, il faut qu'ils rajoutent que c'était par mégarde et ils ont été oui, promptement restitués. Alors que Trump, à contrario, lui a agi sciemment et a refusé de retourner plusieurs documents malgré de multiples mises en demeure. Mais malgré la gravité de cette affaire, il faut se garder d'enterrer trop tôt Donald Trump parce qu'il dispose d'atouts politiques qui sont certains et qui pourraient lui tout à permettre de s'en sortir. Sa principale arme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la polarisation politique qui divise fait. actuellement de façon profonde le pays. Au pays de Oui, Langsam, on pourrait croire hein, qu'on parle du Sénégal dans le contexte actuel, profondément marqué par le feuilleton politico-judiciaire qui implique un candidat à la présidentielle de premier plan. Cependant, si le procès s'éternise, ce qui pourrait arriver avec les avocats que s'est choisi le candidat à la candidature chez les républicains américains, il pourrait tenter de jouer la montre en se faisant élire président à nouveau. Et le cas échéant, il pourrait ordonner la oui, fin du procès ou même s'accorder une grâce présidentielle. C'est du Trump, on a déjà vu ça. oui, Il y a aussi, et je voulais oui, terminer là-dessus, la juge Aileen Cannon, qui a été tirée au sort pour juger Donald Trump et qui a déjà montré des préjugés en faveur du propriétaire de la Trump Tower pendant l'enquête préliminaire. Et cette situation-là pourrait oui, effectivement jouer en sa faveur. Je ne sais pas ce c'est que vous vrai. en pensez, mon cher Tidiane.
Oui, merci Maurice du développement que vous venez de faire. Effectivement, Donald Trump, qui est désormais donc un candidat sérieux parce que, disons, les républicains, pour la majeure partie, donc font option sur sa candidature, mais un candidat qui est doublement inculpé, comme tu viens de le dire, par la justice fédérale et celle de New York. Donc, ce qui fait que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, une condamnation à une peine de prison donc, ne pourrait pas l'empêcher, comme tu as dit tout à l'heure, de se présenter ni d'être élu. Mais cela ressemble un peu à un film hollywoodien. Donald Trump, sérieux favori de la primaire républicaine, et avec ses sérieuses charges de battre donc Joe Biden dans une élection comme il l'a fait en 2020. Donc, fait désormais face à cette double menace, donc, avec une possibilité, je dirais, tragique de se voir derrière les barreaux et, si la chance lui sourit, dans le bureau ovale. Mais moi, ma principale préoccupation, parce que je crois savoir que aux États-Unis, un président n'a pas d'autorité sur la justice de l'État, d'un État américain, parce qu'il devrait, en théorie, si les charges qui pèsent sur lui sont avérées, donc il devait éventuellement donc, purger une peine de prison imposée soit à New York ou en Géorgie. Alors, ce schéma catastrophiquement est troublant pour une démocratie comme l'Amérique. Alors, je ne sais pas trop comment les politiques et la justice américaine va dénouer tout ce problème-là de Trump qui, effectivement, se dit donc chargé par le camp Biden et qui ne voudrait pas de lui à la tête des États-Unis. En fait, moi, c'est un peu cette préoccupation que j'ai. Comment dirais-je, un président, un ex-président qui n'a pas d'autorité sur la justice d'un État, même si fédéralement, il peut comment dirais-je, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il peut se blanchir, mais à New York et à Georgie, il y aura problème. Est-ce que, est que si cela se présente, comment l'Amérique va montrer un visage reluisant de sa démocratie? C'est cela ma préoccupation. C'est une intéressante question, cher Tidiane. Tu as tout à fait raison de la poser. Et ce n'est pas qu'un cas d'école. C'est même une hypothèse très probable. Mais si Donald Trump est candidat à la candidature, il pourra aller plus loin dans ce qu'il sait le mieux faire, c'est utiliser ses incontestables talents de showman pour monopoliser l'attention médiatique, oui, garder l'initiative de la communication et étouffer les critiques avec sa théorie du complot. Je pense effectivement que tu as raison sur l'indépendance de la justice. Les juges américains ont démontré, notamment dans la guerre contre la lutte contre le Covid, quand Donald Trump avait tenté d'exclure, enfin d'empêcher la naturalisation des enfants qui étaient nés de réfugiés, mais sur le territoire américain, c'est un juge américain qui a levé en fait cette interdiction-là, et c'est une possibilité qui existe. On ne peut pas savoir à l'avance comment réagira la justice si on était dans une situation où le président élu était sous le coup d'une condamnation et sur ses velléités de se gracier lui-même. Mais ce qui est certain, et vous l'avez dit tout à l'heure en utilisant le terme de tragique, ce qui est certain, c'est que c'est un véritable cirque qui se déroule sous nos yeux, mais un cirque dangereux. Et dans ce cirque politique-là, il est probable que Trump remporte l'investiture républicaine malgré ses déboires judiciaires. Et puis son cynisme, vous savez, la tendance à faire croire que, OK, il est peut-être mauvais, mais il n'est pas pire que les autres,
ça jouera certainement un rôle majeur dans le soutien qu'il peut espérer des partisans républicains et il tentera sans aucun doute de conquérir le centre de l'électorat en exploitant les divisions politiques profondes qui existent dans la société américaine. Mais je voulais saisir cette occasion, restons sur l'international, si vous voulez bien, pour parler d'un autre pays beaucoup plus éloigné, cette fois-ci du continent américain, mais qui a quand même quelque chose de très particulier avec le Sénégal en ce moment, la chaleur. Je veux parler du Mali. Et au Mali, en ce moment, nous sommes le 18 juin, et c'est aujourd'hui que les Maliens sont appelés aux urnes pour, pour valider le projet de référendum que les autorités de la transition ont soumis à débat. Alors, il faut savoir que le référendum, c'est l'outil par excellence de la démocratie directe et il est souvent utilisé pour prendre des décisions sur des questions d'importance majeure où le gouvernement pense que le public devrait avoir un mot à dire. Dans la plupart des cas, les référendums, c'est soit pour changer la Constitution, on a vu celui qui a permis de réformer la nôtre en 2016, soit résoudre des questions controversées ou encore avoir l'avis du peuple sur des politiques spécifiques. Alors, je passe sous silence les référendums pour ratifier des traités internationaux comme l'exige la loi dans certains pays. Mais dans celui qui est actuellement en cours, celui de la transition, j'ai essayé de nous intéresser en fait aux principaux points de la nouvelle constitution. Le premier, c'est que c'est les principes fondamentaux. Donc le Mali rappelle en fait que c'est une république indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Ce point-là d'ailleurs de la laïcité a beaucoup fait couler d'encre et cristallisé le débat et fait peut-être passer au second plan d'autres modifications, d'autres réformes d'importance qui étaient proposées par ce projet-là, notamment le renforcement du président. Le président détermine la politique nationale, nomme le Premier ministre et les ministres, et le gouvernement est responsable devant le président plutôt que devant l'Assemblée, ce qui est un peu en rupture avec la tradition parlementaire de ce pays-là. Et le président ne peut être destitué par le Parlement en cas de haute trahison, ça c'est plutôt classique. Le mandat présidentiel est de 5 ans et le président ne peut être réélu qu'une fois. J'espère que cette limitation-là ne nous vaudra pas les mêmes difficultés, les mêmes turpitudes que l'on a ici au Sénégal depuis les 23 dernières années. La prévention des coups d'État, la nouvelle constitution aussi, qualifie tout coup d'État de crime imprescriptible. C'était le cas avant. Mais les actes antérieurs à la promulgation de la Constitution ne peuvent pas faire l'objet de poursuites s'ils sont couverts par des lois d'amnistie. Et là-dessus, on sent bien la démarche d'autoprotection qui fait qu'on efface un peu ses traces derrière soi. Et c'est peut-être une assurance pour les colonels qui ont pris le pouvoir en 2020. Il y a aussi le renforcement de l'armée, parce que la nouvelle constitution prévoit que l'État veille à ce que les forces armées et de sécurité aient les capacités nécessaires pour remplir leur mission, compte tenu de la menace djihadiste et des violences dans le pays depuis 2012. Il faut savoir que l'une des raisons alléguées par les colonels quand ils ont pris le pouvoir, c'était la déliquescence dans laquelle, l'état de déliquescence avancé, dans laquelle l'appareil de défense nationale était, et donc leur volonté de le restaurer, de le réhabiliter et de lui donner le prestige d'antan était à la base de l'interruption de ce coup de force. Et puis, c'est peut-être plus surprenant, les deux derniers points, c'est la reconnaissance des autorités traditionnelles qui aujourd'hui auront un rôle éminent dans la société et pourront participer au règlement de certains litiges. C'est peut-être une initiative dont on gagnerait à s'inspirer. Une partie des membres d'ailleurs du Sénat sera issue de ces autorités et ça aura l'avantage d'institutionnaliser le rôle de ces légitimités-là traditionnelles puisque c'est ainsi qu'on les appelle. Je pense notamment chez nous aux autorités religieuses, aux guides religieux, qui pourraient, si on était dans un contexte similaire, avoir un accès au Sénat. Enfin, et c'est probablement la mesure la plus spectaculaire avec le retrait de la MINUSMA qui a été demandé hier, c'est que les langues traditionnelles du Mali deviennent des langues officielles aux côtés du français, qui lui, par contre, est rétrogradé en langue de travail. Alors, l'exploitation des richesses naturelles doit se faire dans le respect de l'environnement,
Voilà. Donc le référendum, s'il est voté, s'il est approuvé par les Maliens, vise à moderniser, à réformer le cadre institutionnel du Mali et faire advenir enfin ce qu'on appelle là-bas avec beaucoup de fierté, beaucoup de panache, le Mali Koura. En bambara, Mali Koura veut dire le nouveau Mali. Et donc, c'est ce que nous leur souhaitons. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette refondation qui manifestement est en cours chez nos voisins maliens. Oui, Maurice, merci de votre intervention et des clarifications que vous avez données sur le Mali. Vous connaissez très bien. Il est vrai qu'aujourd'hui, les Maliens sont appelés donc à dire oui ou non à la nouvelle constitution proposée par la junte. Mais je crois savoir qu'il y a des contestations déjà avec un meeting, je pense, organisé le vendredi dernier pour rejeter, par exemple, le principe de laïcité, entre autres. Donc, la coordination, comme je viens de dire, des mouvements, associations et soutiens alliés à l'influent prédicateur musulman Mahmoud Dicko, a même déclaré qu'une nouvelle constitution qu'il rejette n'aidera pas le Mali à sortir de ces crises multidimensionnelles, comme tu viens de dire, la langue, le djihad. Donc, il y en a beaucoup au Mali aujourd'hui, donc qui peinent à se sortir de ces crises-là. Donc, vous l'avez dit, la junte actuelle donc, est en train donc de faire passer le Mali depuis donc le coup d'État d'un régime je dirais semi-présidentiel à un régime avec un président renforcé, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Parce que le président qui déterminait la politique de la nation, alors que l'actuelle constitution qui doit être remplacée date de 1992, c'était le gouvernement qui le faisait. Donc, ça veut dire que les détracteurs de cette junte-là croient savoir que les militaires veulent se donner une autre dimension dans cette destinée de diriger le Mali. Donc, bon, les résultats vont nous le dire, les résultats, parce que les fortes chances du oui, je pense, peuvent l'emporter, le oui peut l'emporter. Mais le Mali, ce pays producteur d'or, on le sait, a été le théâtre de 3 coups d'État depuis 1991 et 5 depuis l'indépendance, si mes chiffres sont exacts. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il parle dans cette nouvelle constitution de coup d'État, que le coup d'État est un crime imprescriptible. Hein? Alors, donc, les faits, il parle de faits qui sont antérieurs à la promulgation donc, de cette nouvelle constitution, couvrent donc, par des lois d'amnistie tous ces gens qui ont donc participé à cela. Donc, est-ce que cela, c'est pas effectivement pour se tailler une nouvelle, disons, une nouvelle tenue de colonel et de capitaine et j'en passe, pour ne pas être poursuivi si demain, bon, il y a des choses qu'on le reproche durant ces années comment dirais-je, de direction du Mali. Alors, moi, ma question, est-ce que si le oui l'emporte, le Mali trouvera sa sérénité pour donc essayer
de lutter contre déjà le djihad, mais aussi contre, en fait, est-ce qu'ils pourront véritablement effacer le français du Mali pour n'en faire qu'une langue de travail? Parce que déjà le français, je ne dis pas que ce n'est pas possible, parce Oui. qu'il est déjà ancré dans les cultures, dans les cultures, évidemment. Et donc, est-ce que ce n'est pas un problème qu'on dise que oui, effectivement, maintenant, la langue officielle, c'est, il y a beaucoup de langues hein, au Mali, que la langue officielle, c'est cette langue-là, et que la langue de travail, c'est le français. Toi qui connais le Mali, en deux mots, est-ce que cela ne constitue pas un problème? Non, je ne crois pas que ça constitue un problème. Au contraire, je pense d'ailleurs que les Maliens sont très fiers de leur langue, le Bambara, et puis de toutes les Tout à autres fait. langues nationales. Ils considèrent en fait, et ça c'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur, ils considèrent en fait que le français est une langue d'occupation, une langue de travail, et de toute façon Ouais. la langue des élites. Donc de ce point de vue-là, je pense effectivement que la reléguer au rang de langue de travail, c'est ce qu'elle était, de facto. Maintenant, le fait est que ça devienne une langue de travail ne suffira pas de mon point de vue, à faire le travail qu'il faut pour sortir le Mali de l'ornière. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Rien que sur cette consultation référendaire, il y a déjà une grande division. Vous avez rappelé tout à l'heure la passe d'armes entre Assimi Goïta et l'imam Mahmoud Diko, qui cristallise un peu les oppositions à ce projet de référendum. Mais il y a aussi d'autres qui, en interne, ont des problèmes sur même les modalités de ce référendum. Par exemple, les Tout à autorités fait. de la transition, elles disent qu'elles offrent à tout le monde des gages d'une participation à tous. Et d'ailleurs, à ce titre-là, exceptionnellement, elles ont autorisé l'utilisation de différentes pièces d'identité officielles. Toutes les pièces d'identité officielles aujourd'hui permettent de voter. Et ils disent Ah, que cette mesure vise à faciliter la participation des électeurs. Mais certains citoyens, de l'opposition notamment, sont inquiets par rapport à cette exception, craignant que cela ouais, ne compromette la crédibilité des élections. Mais on sait que tout à l'état fait. civil au Mali et dans nos pays en général, hein, dans les pays du Sud, n'étant pas très Oui. fiable, cette mesure-là est une porte ouverte, on va dire, aux manipulations. Mais malgré Mm. ces divisions-là, il y a des militants qui soutiennent quand même que le projet de constitution résulte d'un large consensus. Et je dois quand même témoigner que les autorités de la transition ont fait quand même beaucoup d'efforts pour permettre aux gens de se saisir de l'essence de ce débat-là. Ils ont été très loin dans des zones très reculées pour expliquer, traduire dans les différentes langues nationales et permettre à chacun de se les approprier. De mon point de vue, l'unanimité n'étant pas de ce monde, Oui. quoi qu'il en soit, les Maliens disposeront vraisemblablement d'une nouvelle constitution qui offre les coudées franches aux autorités de la transition pour dérouler leur plan de refondation du Mali, qu'ils appellent de leur vœu depuis l'interruption de l'ordre constitutionnel en 2020. Il nous reste environ 10 minutes pour terminer. Les Euh, deux autres, oui. oui, alors, nous avons nos deux autres sujets. Si vous en êtes d'accord, je voudrais qu'on passe en fait à au passage en fait. L'Union africaine en ce moment est en Ukraine et elle a fait Oui. une offre de médiation en fait auprès des belligérants. Ce qui ne pouvait Mhm. pas mieux tomber pour le président Macky Sall qui saisit cette opportunité-là pour polir un peu son image internationale après le désastre en fait des émeutes passées. Oui, oui. Il a rencontré Vladimir Poutine, il a fait un discours d'anthologie de mon point de vue, il a remercié le président Poutine, rappelant que quand lui était présent en exercice, le président Poutine avait accordé son soutien au déblocage des stocks de céréales et que c'était à sa Oui, demande à lui, ce qui avait quand même oui. augmenté son prestige personnel Oui, et avait oui. été un succès éclatant pour le président de la République. Qu'est-ce que vous inspire le fait qu'on soit un petit pays par la géographie, mais une puissance diplomatique assurément? En fait, c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose pour la démocratie sénégalaise et même africaine. Hein. Une délégation de médiateurs africains donc, qui rencontre Vladimir Poutine et donc
disons, son ennemi, entre guillemets, Zelensky, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense toute l'Afrique doit donc aussi essayer d'être au-delà de nos frontières, d'être aussi d'éminents leaders au niveau international. Parce qu'il faut se battre aussi pour être sur le terrain national, international. Donc, Macky Sall, comme tu l'as si bien dit, au niveau de son propre pays, avec tous les problèmes que cela contient, politique, sociale. Donc, et c'est au-delà, parce que l'image est vraiment écornée, hein, de l'image du Sénégal, qui, les années passées, donc, faisait donc l'admiration de tout un chacun, de tout démocrate, que cette image soit écornée ces dernières années, cela, je pense que cela, pour Macky Sall, hein, cela donc lui vaudra donc au-delà donc, du Sénégal, d'aller se faire relire l'image pour une sortie. Parce que moi, je pense que c'est aussi une porte de sortie pour lui. Hein, une porte de sortie pour lui, parce que demain, s'il est tenté de ne pas, je veux dire tenter parce que c'est de deux côtés, s'il est tenté de ne plus se présenter à l'élection présidentielle 2024, je pense une porte de sortie pour les instances internationales lui est déjà tracée, parce qu'il a déjà montré cette carrure-là. Et je pense que le Sénégal est respecté, même si Macky Sall est écorné au Sénégal, mais je pense que dans l'ensemble, la démocratie, le Sénégal est respecté au-delà de nos frontières, même si on a nos propres problèmes, mais il reste toujours cette force, ce dynamisme donc du Sénégalais au-delà de... C'est mon avis. Tout à fait. Merci beaucoup. On va passer à notre dernier sujet, qui est justement la guerre communicationnelle, puisqu'on est sorti du débat, enfin en tout cas de la crise, du cœur de la crise, le cœur du cyclone, oui. Et on est en train maintenant d'essayer de récupérer des conséquences de cette crise et d'en amasser des gains politiques. Il y a eu donc, de mon point de vue, 4 temps hein, dans la guerre communicationnelle du côté du régime. Premièrement, la visite au Khalif général des Mourides à Touba, du président de la République. Il n'a rien fuité de cette visite nocturne. On peut se douter quand même des sujets qui ont occupé les discussions entre les deux hommes. Le sujet des émeutes et la condamnation de Ousmane Sonko, ainsi que le dialogue national, ne doivent pas avoir été éludés par les deux hommes. Deuxième temps, la rencontre de la ministre des Affaires étrangères avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité à Dakar pour échanger sur la situation de quasi-insurrection qu'a connue le pays de la Teranga et qui a été couvert de façon très, on va dire, hostile par les chaînes internationales. Hostile pour le régime, hein, s'entend. La conférence de presse du gouvernement, troisième temps, avec 2 ministres de souveraineté, justice et intérieur, celui du porte-parole du gouvernement en charge du commerce, et avec la haute présence du Premier ministre. Le format est assez rare. Les 2 premiers ont apporté en français et en wolof, donc justice et intérieur, aux organes de presse nationaux et internationaux des éléments de réponse sur le volet technique de l'affaire. Le format assez ouvert, suivant une déclaration liminaire avec interpellation directe des journalistes, sans préparation de protocole d'interview, est un exercice, ma foi, de transparence qui cherche manifestement à reprendre la main dans un terrain jusque-là assez chahuté par la désinformation et les fake news, et où l'opposition quand même emporte haut la main avec sa présence sur les réseaux sociaux. Et puis la stature internationale du président qui est mise en avant, 4e temps, avec la visite de médiation au chef d'État impliqué dans une autre crise internationale, celle-là, dont nous avons parlé il y a peu. Alors, à côté de ça, il y a l'opposition, et je termine dessus, qui essaie de reprendre l'avantage que leur avait offert la crise, mais peut-être que vous souhaitez intervenir sur ce sujet, et puis si le temps nous le permet, je donnerai mon point de vue dessus. Oui. En fait, moi, je pense que cette sortie de presse du gouvernement pour établir la vérité sur ces événements qui interpellent les Sénégalais et l'opinion
donc internationale est tout à fait normale. Hein, le Premier ministre Amadou Ba, en compagnie donc des ministres que tu viens de citer, Antoine Diome, ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, donc le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, Abdoulaye Fofana, qui en même temps ministre du Commerce, mais aussi porte-parole du gouvernement, donc ont essayé donc de lustrer donc cette image écornée donc, par les politiques de tous bords, hein, des politiques de tous bords. Mais je pense que quelque part, ils ont donné un peu l'air de se justifier, parce que moi, je pense qu'il ne fallait pas se justifier sur certaines choses, parce qu'ils l'ont déjà fait, disons, si bien dit, par la police, même si ce n'était pas convaincant, par le ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall. Donc, s'ils reviennent encore, effectivement, c'est tout à fait pour dire certaines choses déjà dites ailleurs. Moi, je pense que c'est comme si c'était une justification, c'est comme si ce sujet, il ne le maîtrisait pas, ou bien il y a un flou. Hein? Moi, je pensais que la communication serait haute, dans une perspective de paix, dans une perspective de mettre les Sénégalais à l'aise, mais je pense qu'ils ont raté cela. Ils se sont mis dans des positions un peu, je dirais bien, un peu comme des gens qui sont un peu perturbés. Parce que quand je prends par exemple l'exemple de Fofana, de Karim Fofana, hein, qui parlait un peu des nervis. Hein, parce que le ministre de l'Intérieur, hein, qui avait parlé auparavant d'hommes armés, de forces occultes, hein, déjà, alors que l'opinion a parlé de nervis, et si Abdou Karim Fofana revient pour dire, moi, j'ai vu, je le cite, hein, je pense que j'ai noté ça quelque part, moi, j'ai vu des personnes qui se sont organisées pour défendre le quartier. Depuis 2021, combien de domiciles de personnalités de la majorité ont été incendiés? Plus qu'une minute. Je vous laisse. Voilà, ainsi de suite. Alors, moi, je pense que, oui, on a une minute, donc moi, je pense qu'il ne fallait pas parler comme un opposant, parce que un nervi, c'est un nervi. On ne peut pas défendre quelque chose comme ça. Voilà, donc je m'en arrête parce qu'on a juste une minute pour voilà, la fin de cette émission. Il y a internautes. beaucoup d'autres choses dont on peut parler, mais je m'en arrête là. Peut-être dire au revoir à nos internautes. Merci en tout cas pour ce temps, cet échange très fructueux et surtout très agréable, dont on me dit de plus en plus que les auditeurs le suivent avec intérêt. Allez, merci Maurice pour ces échanges qui ont été fructueux comme d'habitude. Et les sujets étaient passionnants. Vous voyez qu'on avait tellement de choses à dire, hein? Mais voilà, on a juste quelques minutes pour en parler. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.